Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station est Benona avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? Eh bien, ça nous amène en Russie où nous allons tenter de répondre à une interrogation, à savoir si véritablement on aurait tenté d'assassiner le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, dans la nuit du 2 au 3 mai dernier. Alors, selon les autorités russes qui ont fait cette annonce qui a été relayée par la presse internationale, d'abord via le média britannique BBC, il rapporte que la ville de Moscou a été le théâtre d'attaque de 2 drones chargés d'explosifs. Ces 2 drones-là ont été détruits par les systèmes de défense aériens russes. Le premier drone qui a volé au-dessus du Kremlin, il faut savoir que la zone du Kremlin, c'est celle dans laquelle se trouve à la fois le palais du président de la Fédération de Russie et à côté, il y a un certain nombre d'édifices publics. La place rouge. Non loin de la place rouge, mais à côté, on a aussi évidemment des institutions telles que le Sénat. Et donc, le premier drone, selon les Russes, aurait été repéré au-dessus du Kremlin à 2h27, heure locale, et il aurait explosé au-dessus du palais du Sénat, après qu'il ait été détruit par des tirs des systèmes de défense russes. Après, bien entendu, la destruction de ce drone-là aurait entraîné un incendie du toit du bâtiment du Sénat. Et puis, le deuxième drone a lui été enregistré aux alentours de 2h43, donc à peine une vingtaine de minutes plus tard. Et également, il aurait été détruit et ces fragments seraient tombés dans l'enceinte même du palais du Kremlin. Alors, ces 2 destructions de drones n'ont fait aucune victime. Alors, évidemment, pour les autorités russes, notamment par le biais de Dmitri Peskov, qui est le porte-parole du Kremlin, il est clair que, selon eux, les forces armées, l'Ukraine, serait responsable de cette attaque de drones qui a eu pour cible d'essayer d'attenter à la vie de Vladimir Poutine. Il ne faut pas aussi oublier que ce n'est pas la première fois que l'on attribue à l'Ukraine une tentative d'assassinat de Vladimir Poutine. Il faut se rappeler que le 27 avril dernier, le magazine allemand, un magazine très sérieux, un journal qui s'appelle Bild, avait notamment annoncé que un drone également chargé en explosifs, il transportait une charge d'à peu près 15 kg de C4, aurait été détruit alors qu'à quelques kilomètres d'un centre industriel qui venait d'être mis en place, qui venait d'être construit par les autorités russes dans la banlieue de Moscou. Ce drone-là devait attaquer justement un convoi, le convoi qui accompagnait Vladimir Poutine, qui devait venir en réalité faire une tournée d'inspection dans ce centre industriel-là. Et le drone en question était tombé à une vingtaine de kilomètres avant le lieu où il était censé croiser le convoi de Vladimir Poutine et n'avait pas explosé. Et donc, la destruction de ce drone-là était due certainement à une défaillance technique. Et donc, au regard de la manière dont le drone était constitué, pour les Russes, évidemment, il était clair que ça ne pouvait venir que du côté de l'Ukraine. Alors, bien entendu, les Ukrainiens, dont le président Volodymyr Zelensky ne se trouve pas actuellement à Kiev, il fait une petite tournée en Europe. Il était d'abord en Finlande, assisté à une réunion de l'Union européenne, notamment consacrée au financement, à l'aide militaire à l'Ukraine. Puis, après la Finlande, il avait pris la direction des Pays-Bas, à La Haye, où se trouve le siège de la Cour pénale internationale, où il a tenu un discours devant les magistrats de cette Cour internationale pour leur demander la création d'une Cour pénale spéciale pour juger les criminels russes, ou en tête desquels, selon Volodymyr Zelensky, il y a bien entendu Vladimir Poutine. Et donc, pour les Ukrainiens, les Ukrainiens ont fait savoir qu'ils ne sont pas, ils ont nié toute implication dans cette attaque de drone-là. Et bien entendu, l'attaque des Russes
bien entendu, concerne également les Américains parce que les Américains considèrent que tout ce que font les Ukrainiens, ils le font avec d'abord l'aval de Washington. Que ce soit le choix des cibles, que ce soit l'organisation tactique, que ce soit le déploiement des troupes au sol, que ce soit l'acquisition de matériel militaire, munitions, armes et autres, tout se fait avec les États-Unis puisque les États-Unis soutiennent, on le sait, massivement l'Ukraine. On sait qu'il y a des conseillers militaires auprès de Volodymyr Zelensky et dans l'état-major des forces armées ukrainiennes. On sait également que le renseignement américain travaille en étroite collaboration avec le renseignement ukrainien, y compris aussi le renseignement des pays occidentaux, l'Australie, la France, etc., travaillent avec le renseignement ukrainien dans ce conflit-là. Et donc, pour les Américains, pour les Russes, il ne fait l'ombre d'aucun doute que le choix de cette cible-là, la manière dont l'opération a été mise en place, a été faite peut-être pas avec le concours direct des Américains, mais au moins les Américains étaient informés et avaient donné leur autorisation. Et donc, en représailles, Dmitry Peskov a fait savoir que la Russie se donnait le droit de pratiquer les mesures de rétorsion, de représailles en réponse à cette tentative, à ce qu'elle qualifie d'une tentative d'assassinat. Et il faut savoir également que, bien entendu, Washington s'est mise à peu près dans la même position que Kiev en expliquant que si elle reconnaissait évidemment son soutien indéfectible et massif envers l'Ukraine pour la reconquête des territoires qui ont été pris par les Russes, elle réaffirme sa volonté que son soutien militaire et en matière de renseignement, son soutien financier n'est apporté en Ukraine qu'en réponse à la reconquête des territoires ukrainiens. Et en aucun cas, les moyens mis à la disposition, les moyens que les États-Unis ou que l'Occident met à la disposition de l'Ukraine n'est utilisé pour attaquer des infrastructures situées à l'intérieur du territoire russe. Or, au lendemain de cette attaque de drone, on le sait, une raffinerie située non loin de la frontière avec l'Ukraine au nord ont été attaquées par des drones, provoquant ainsi d'importants dégâts matériels, même si les Russes ont également fait savoir qu'il n'y a eu aucun dégât humain. Et donc, évidemment, cette attaque-là à l'intérieur du territoire russe sur des infrastructures russes par les Ukrainiens remet aussi quelque peu en question cette assertion des Américains qui disent que l'aide apportée aux Ukrainiens ne consiste qu'à attaquer les Russes qui se trouvent sur le territoire ukrainien. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, évidemment, il y a une espèce de jeu de Pokémon-menteur entre les Russes, les Ukrainiens et les Américains. Ce qui est clair, c'est que les tentatives d'assassinat contre un président dont les positions nuiraient aux intérêts des Occidentaux, ce n'est pas nouveau dans l'histoire. Il faut se rappeler par exemple le cas de Fidel Castro. Il faut savoir qu'en plus d'une quarantaine d'années à la tête de Cuba, Fidel Castro est la personnalité qui a le plus échappé au monde, je pense même de l'histoire contemporaine, à des tentatives, près de 300. Exactement, près de 300 tentatives d'assassinat contre Fidel Castro, dont la plus célèbre est le fiasco de ce qu'on appelle l'opération de la baie des cochons. Et donc, ça, ce n'est pas nouveau non plus. D'autres présidents, d'autres dirigeants ont fait l'objet de tentatives d'assassinat ont été même assassinés parce qu'ils s'attaquaient aux intérêts des Occidentaux. L'histoire est longue. On a récemment Muammar Kadhafi. On a sur le continent africain Patrice Emery Lumumba. On a d'autres, notamment en Amérique latine, donc tous les leaders de gauche, notamment par exemple au Chili. Et donc l'histoire jalonne d'hommes et de femmes qui ont perdu la vie ou qui ont subi des tentatives d'assassinat parce qu'ils s'attaquaient de manière frontale aux intérêts de l'Occident. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas étonnant. Maintenant, ce qui est apparemment sûr, c'est que, de mon point de vue, je ne pense pas que les Américains aient fourni le matériel qui ait permis la conception de ces deux drones-là. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on regarde sur la base des débris et sur la base d'analyses faites par les Russes, en observant ces drones-là, qu'est-ce qu'on constate ? C'est déjà la mauvaise qualité des drones en termes de
d'équipement, en termes de composantes, en termes de matériaux. Et puis, la deuxième chose, c'est que si les drones-là étaient d'une très grande capacité, s'il y avait vraiment des matériaux technologiques de très haute qualité, il est clair que ce drone-là n'aurait pas raté sa cible. Je ne dis pas qu'il aurait assassiné Vladimir Poutine, mais je pense que les deux drones se seraient vraiment crashés sur le Kremlin et auraient causé beaucoup plus de dégâts. Or, lorsque l'on regarde ces drones-là, on voit clairement que ce sont des drones qui ont été faits de manière artisanale et que techniquement, il aurait été difficile que ces deux drones-là atteignent leur cible. Alors maintenant, l'autre question qui est de savoir, alors si c'est pas du matériel américain, c'est véritablement un matériel artisanal, comment est-ce que ces deux appareils-là ont fait pour survoler le Kremlin? Comment ces deux appareils-là, qui sont les concepteurs de ces appareils-là? Est-ce que ce sont les Ukrainiens, comme l'affirment les Russes, ou bien selon les Américains et même selon certains observateurs occidentaux, moi personnellement je n'y crois pas, ils accusent même les Russes d'être responsables de cette tentative d'assassinat-là. Mais ça, on le sait véritablement depuis aussi l'attaque sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2, où certains observateurs occidentaux étaient allés jusqu'à dire que ce sont les Russes eux-mêmes qui avaient saboté les gazoducs, évidemment. Donc ça, c'est une théorie, me semble-t-il, qui ne tient pas. Mais est-ce qu'il y aurait des complicités russes dans ces tentatives d'attaque du Kremlin à travers des drones? Ce n'est pas impossible, tant il existe une opposition active à l'intérieur de la Russie à Vladimir Poutine. Est-ce qu'il y a une espèce de convergence d'action du fait de la convergence d'opinion liée à la volonté de voir Vladimir Poutine et son régime s'effondrer? Est-ce qu'il y a une convergence entre les opposants de Vladimir Poutine et une certaine partie de l'Ukraine ou les Ukrainiens pour organiser et mettre en pratique ce type d'opération? Ce n'est pas impossible parce qu'on en avait aussi parlé ici. À Saint-Pétersbourg, on a vu l'attentat qui avait entraîné la mort d'un célèbre blogueur russe qui était un fervent défenseur de l'opération spéciale en Russie. Et donc, on avait vu que le modus operandi, donc les personnes qui avaient le réseau qui avait permis la réalisation de cette opération, de cet assassinat, étaient des Russes qui appartenaient, semble-t-il, selon toujours les autorités russes, à des cercles proches de Alexei Navalny, qui est le principal opposant à Vladimir Poutine. Donc, est-ce que ce sont des opposants russes qui ont tenté eux-mêmes de manière totalement isolée, de manière autonome, essayer de tenter de mettre en œuvre une telle opération? Ce n'est pas impossible. Est-ce que ce sont des Ukrainiens aussi qui sont à l'intérieur de la Russie? Parce qu'il faut savoir qu'il y a une communauté ukrainienne qui vit en Russie. Est-ce qu'il y a des Ukrainiens qui ont pu s'infiltrer jusqu'en Russie et pour essayer de planifier une telle opération, et ça à l'insu aussi bien des autorités de Kiev que des États-Unis? Ça aussi, ce n'est pas une piste à négliger. Ou bien la troisième, qui est celle énoncée par les autorités russes, est-ce que ce sont bel et bien les Ukrainiens, donc Volodymyr Zelensky et son régime, avec l'aval des Américains, qui aient organisé une telle tentative? Pour ma part, je ne pense pas que ce soit véritablement crédible, comme je l'ai dit, au regard des éléments que l'on a pu observer sur le terrain. Mais est-ce qu'il pèse en raison des tensions qu'il y a sur le plan géopolitique? Est-ce qu'il y a des menaces qui pèsent sur la sécurité, sur l'intégrité physique de Vladimir Poutine? Ça, sans aucun doute, ces menaces-là pèsent. Je pense que si Poutine était le responsable d'un pays émergent ou d'un petit pays qui n'a pas la puissance, qui n'avait pas l'arme nucléaire ou qui n'a pas une des armées les plus puissantes du monde, un peu à l'instar de ce qu'était la Libye ou l'Afghanistan, je pense qu'ils auraient été balayés. Mais ce qui est sûr, c'est que cette tentative d'assassinat va faire monter d'un cran les tensions entre l'Occident et la Russie. Et ça, évidemment, ça va influer également sur les tentatives futures possible de réconciliation ou d'aboutissement à des discussions pour des pourparlers de paix. Ça rejette encore un peu plus les tentatives de pourparlers de paix et ça va rendre la tâche encore plus difficile aux Chinois, dont le président Xi Jinping s'était entretenu pendant plus d'1 heure et demie avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans le cadre de sa volonté d'essayer de mettre en place des pourparlers de paix. Donc ce qui est sûr, c'est que
Et puis, il faut aussi se rappeler que dans la nuit du 2 au 3 mai dernier, Vladimir Poutine ne se trouvait pas au Kremlin. Il faut savoir que ça, son agenda... Enfin, si tu veux, son positionnement, savoir où il se trouve en temps réel, c'est très difficile à savoir. C'est l'un des présidents les mieux protégés de la planète. Et donc, malheureusement pour les auteurs de cette tentative d'assassinat, elle n'aurait même pas pu prospérer puisque la cible recherchée ne se trouvait pas sur les lieux de l'attentat. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va voir certainement se multiplier aussi bien des tentatives d'assassinat sur la personne de Vladimir Poutine. Est-ce que ça va entraîner des mesures de représailles de la part des Russes au point où ils vont essayer d'attenter à la vie de Volodymyr Zelensky? C'est ce que font ou seraient tentés de croire un certain nombre d'analystes. Mais je ne pense pas que Vladimir Poutine ou les Russes de manière générale, Poutine lui-même soit dans cette visée-là. Parce que s'il aurait vraiment voulu attenter à la vie de Volodymyr Zelensky, il l'aurait fait depuis le 24 février. Il en avait les capacités de le faire dès le début de son offensive. Il ne l'a pas fait parce que ça n'a jamais été dans un de ses objectifs. Et lui, il sait évidemment que l'objectif pour lui, c'est d'essayer de lasser l'Occident de son soutien à l'Ukraine. Il sait qu'en jouant sur la durée, il va y avoir un retournement des opinions publiques. Il peut y avoir potentiellement le fait qu'il y ait une lassitude qui s'installe dans les esprits des opinions publiques européennes. Et au regard du coût élevé que pourrait représenter le prix à payer pour ce soutien à l'Ukraine, on le voit notamment sur l'inflation, sur l'électricité, l'énergie, l'alimentation et tout ça. Donc, il est clair que tôt ou tard, avec, bien entendu, il ne faut pas l'oublier, la Banque centrale américaine a remonté encore de 3/4 de point ses taux directeurs. Et évidemment, le FMI a demandé également aux banques centrales européennes de remonter leurs taux directeurs pour faire face à l'inflation. Donc, tout ça va faire que, in fine, en jouant sur la durée, c'est du moins la stratégie russe, il va y avoir un retournement tôt ou tard des opinions publiques, une lassitude va s'installer et à partir de là, on pourrait assister à un retournement de situation de la part des gouvernements occidentaux. Et donc là, Volodymyr se retrouverait seul et pourrait faire face maintenant, si tu veux, à une montée de la colère de la part du peuple ukrainien. C'est du moins la stratégie visée par les Russes. Donc, je ne pense pas qu'il serait aussi dans l'intérêt de Vladimir Poutine pour essayer de maintenir aussi une certaine stature au niveau international, de ne pas essayer d'attenter à la vie d'un homologue chef d'État comme lui, si tant soit-il que ce soit le président d'un régime qu'il considère comme étant un régime ennemi du sien. Donc voici ce que l'on peut dire, du moins sur cette affaire d'attaque du Kremlin par des drones d'origine, pour le moment, on dira, inconnue. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans Luda Fresh Morning. Restez connectés sur le réveil matinal, le pilote de la capitale, sur la radio, la pilote de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.